95% des Français ne font pas assez d'activité physique pour protéger leur santé. L'activité physique, au final, peu importe la forme qu'elle prend, s'il y a des règles, un arbitre et un ballon, le cœur, il fait pas la différence avec si tu grimpes tes escaliers avec tes courses et que tu habites au 4e étage sans ascenseur. Bonjour à tous, je suis Florian Patalagoiti et on va parler mouvement. Yeah. Le corps, il adore la régularité. Il adore faire la même chose. Si tu as l'habitude de rien faire, il aime bien rien faire. Les gens, ils veulent vraiment se remettre au sport. Et qu'est-ce que toi, tu conseillerais justement à ces personnes ? Moi, ce que je recommande, c'est de choisir une bonne habitude. Et je pense que c'est bien de commencer par un truc. Si on trouve rien qui nous fait plaisir, à minimum un truc qui nous fait pas chier. J'aime cette phrase. Comment est-ce qu'on peut éviter au maximum de se blesser ? Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que de faire 1 heure d'un coup. Ce qui est bien, c'est de si on se remet au sport pour être sûr de ne pas se faire mal, c'est de commencer en s'écoutant déjà. Souvent, c'est moitié moins que ce qu'on aimerait faire et d'augmenter de 10% en 10% chaque semaine. C'est quoi pour nous aujourd'hui faire assez de sport ? C'est là où tu tombes dans les recommandations de l'Organisme mondial de la santé. Le premier, c'est d'éviter la... Ok. Si tu ne le savais pas encore, Bien-être simple, c'est refait une beauté. Nouveau look, nouveau site, nouvelle newsletter pour te chouchouter et encore plein d'autres choses. Alors n'hésite pas à aller faire un tour sur notre Instagram, notre site ou encore à t'inscrire à notre newsletter. Toutes les informations sont en description de l'épisode. On voulait aussi te remercier de nous soutenir et d'être là toutes les semaines. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à liker cet épisode, à le partager à un ami ou simplement à nous laisser un petit 5 étoiles. Promis, ça nous aide vraiment. Bon, j'arrête de parler et je te laisse avec cette conversation super intéressante sur le sport, notre santé et le bien-être. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well, le podcast de bien-être simple. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Florian Patalagoiti, je vais m'assurer de bien le dire. Donc ostéopathe, kinésithérapeute spécialisé en sport. Tu as travaillé notamment avec des athlètes de haut niveau. Donc tu as travaillé avec Serena Williams notamment. Ça a été quoi un petit peu ta plus grande leçon du fait de travailler avec des athlètes de haut niveau en tant que kiné et ostéo ? Qu'est-ce qui en ressort ? Alors, c'est une question difficile parce que comme j'ai travaillé avec plusieurs athlètes, chacun a sa personnalité et je pense que chaque histoire m'a apporté quelque chose de différent. En tout cas, le trait commun avec les grands champions, je dirais que c'est une espèce de moteur ou de force intérieure, de passion, dédié à son sport et à la performance qui fait que pas mal de sacrifices, ou en tout cas ce que nous on voit à l'extérieur comme des sacrifices, le deviennent pas. Mais globalement, pour l'immense majorité, ce que je retiens aussi, c'est qu'ils sont humains et que du coup, ils ont des coups de mou, parfois ils sont pas motivés, parfois ils sont fatigués. C'est pas du tout des surhommes. C'est tout. Sûr. C'est à la fois des gens un peu exceptionnels parce que tout le monde peut pas faire ce qu'ils font, et d'un autre côté, quand on est amené à les connaître ou à faire partie de leur cercle proche, très très accessibles et très humains, qui ont les mêmes problématiques que tout le monde en fait. Et du coup, comment est-ce que ça se passe dans les situations où justement ils n'ont pas cette force, cette motivation, cette envie, mais qui doivent quand même le faire justement au niveau de la résilience? Comment est-ce qu'ils traversent ça en fait pour pouvoir justement aller faire ce qu'ils ont à faire? Alors, je vais prendre l'exemple seulement des plus grands champions. J'ai eu la chance de travailler avec quelques-uns des icônes de leur sport, comme Serena Williams, comme sa sœur Venus, comme Nikola Karabatic dans le monde du handball, quelques références du sport de très haut niveau. Et je pense que leur point commun, c'est ce que je disais, c'est que de toute façon, c'est une mission qui se sont données, il n'y a rien qui passe au-dessus. Et du coup, au-delà de la motivation, il y a une rigueur que tu t'imposes et un rythme de vie où de toute façon c'est comme ça que ça doit se passer, c'est ce qui prime par-dessus tout et tu te poses pas 36 questions. Effectivement, tu parlais de résilience, je pense qu'il y a beaucoup de ça veut dire que cette mission-là passe avant tout point barre, et même quand tu es dans les moments les plus sombres ou les plus compliqués, mais aussi de manière assez triviale, comme je disais, les gens ils sont comme toi, comme moi, comme tout le monde. Ça veut dire que c'est parfois, t'as pas envie d'aller au travail et tu vas quand même, t'as pas envie de faire un podcast, tu le fais quand même. Et ils sont aussi comme ça, c'est-à-dire qu'ils gagnent leur vie comme ça, que leur sponsoring, leurs prestataires, leurs résultats, leur classement, leur notoriété, leur fame, tout est scruté. Et en plus, maintenant, avec la force des médias, tout le monde est très vite au courant, si c'est un coup de mot ou pas. Donc, c'est à la fois un état de fait dans lequel ils ont grandi depuis qu'ils ont 5 ans. Ils sont conditionnés pour être des machines.
Ah, c'est ouf. Et comment toi, justement, tu t'amènes ça avec tes patients qui sont pas dans le sport de haut niveau, mais qui aussi peuvent ne pas vouloir aller faire du sport ou ne pas vouloir faire ce qu'ils ont à faire pour peut-être guérir une blessure ou quelque chose comme ça, mais qui doivent quand même le faire? Alors déjà, je pense que j'ai un peu de chance parce que le fait d'avoir travaillé avec ces athlètes, ça me donne une forme de crédibilité où du coup mes patients et les gens que j'accompagne, ils sont plutôt en confiance déjà assez spontanément. Ensuite, le fait d'avoir accompagné des athlètes de haut niveau, je vois beaucoup de sportifs ou de gens qui veulent se mettre ou se remettre au sport. Oui, donc du coup, des gens qui sont déjà assez motivés pour reprendre la compétition. Plus vite pour retrouver le même niveau qu'avant ou alors pour arriver à se mettre au sport sans se blesser. Et après, j'ai un discours aussi bienveillant. Par ailleurs, je travaille avec des entreprises et on les accompagne dans toute leur politique sport santé. Et en fait, la plupart des gens dans les collaborateurs qu'on accompagne, ils aiment pas le sport. Et du coup, on essaye aussi de dédramatiser un peu le sport ou les exercices en disant que l'activité physique, au final, peu importe la forme qu'elle prend, s'il y a des règles, un arbitre et un ballon, le cœur, il fait pas la différence avec si tu grimpes tes escaliers avec tes courses et que tu habites au 4e étage sans ascenseur. Donc, du coup, je pense qu'il y a 1000 manières de faire du sport. Tout le monde peut y trouver son compte, même ceux qui sont les plus réfractaires et qui spontanément détestent le sport ou l'activité physique. Il y a des formes d'activité physique forcément dans lesquelles tu peux t'épanouir et le tout c'est d'arriver à trouver quelque chose qui te plaise et qui te fasse plaisir. Je pense que c'est ça qui va te faire tenir dans le temps. 100%. Ouais, pour moi, le plaisir, vraiment, c'est la clé dans le sport. Justement, le sport. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les bienfaits pour nous, notre santé, longévité, bonheur, santé mentale? Ouais, bien sûr. Alors, faut savoir que ce que je disais, le corps, il peut bien fonctionner que s'il bouge assez. Donc, il y a des trucs qui sont évidents. On sait que c'est bon pour le cœur. Bon, le cœur et les artères, parce que si ton cœur, il fonctionne et qu'il s'accélère, il va envoyer du sang dans les artères. Donc, du coup, ça va nettoyer les artères. C'est bien pour les muscles, c'est évident, pour les articulations, pour les tendons, donc tout ce qu'on appelle le système musculo-squelettique. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que c'est bien, par exemple, pour le système immunitaire. Tu tombes beaucoup moins malade quand tu es sportif que quand tu l'es pas. Quand je dis sportif, encore une fois, ça peut être juste le fait de faire une activité physique régulière, même si c'est, je sais pas, du jardinage ou de jouer avec tes petits-enfants. L'essentiel, c'est de bouger. Il y a aussi des notions métaboliques. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances d'avoir du diabète si tu fais pas de sport, même si tu n'es pas en surpoids. Parce que l'insuline, par exemple, c'est une hormone que tu vas mieux réguler si tu fais du sport. Et au niveau mental et cognitif, ça a aussi été largement démontré que tu vas avoir une meilleure mémoire, mieux retenir les choses, avoir moins de syndrome dépressif ou de risque à la dépression, parce que un des systèmes du corps, c'est d'être stressé et d'être agressé. Une manière, normalement, initialement, ce qui te stressait, c'était pas ton patron qui te demandait de rendre un dossier pour le lendemain, t'avais un ours qui te courait après, quoi. Donc, du coup, t'as une dimension où le corps va vite envoyer le sang dans la tête et dans les muscles pour agir vite et bien. Et du coup, l'activité physique, en fait, c'est une manière pour le corps de décharger le stress de manière physiologique. Et alors, c'est quoi faire assez de sport? Parce que je pense qu'on entend un petit peu de tout et c'est compliqué de savoir. C'est quoi pour nous aujourd'hui faire assez de sport? Alors, c'est une très bonne question et pour le coup, j'ai de la chance. Maintenant, on peut y répondre parce qu'on a fait il y a eu pas mal d'études scientifiques dessus. Pour bien comprendre, on le fait souvent sous la forme d'une courbe. Ici, tu as les gens qui font zéro activité physique, zéro. Ici, les gens qui en font beaucoup trop, les sportifs de haut niveau, les travailleurs physiques, enfin ceux qui s'épuisent. Et en fait, ça, c'est le risque d'avoir des douleurs dans ton corps. Donc, on va dire au bas du dos, mais aussi sur les épaules, etc. Donc, du coup, quand tu fais rien, le risque est très haut. Plus tu fais d'activité physique régulière et moins tu as de risque d'avoir mal. Et au bout d'un moment, quand t'en fais trop, tu t'épuises et là, à nouveau, tu risques de te faire mal. Et si tu regardes autour de toi, les gens qui ont souvent mal au dos, c'est soit ceux qui font rien, qui sont un peu déconditionnés et qui sont pas assez musclés. Souvent, c'est ce qu'on dit, c'est un peu simplifié, mais en gros, c'est ça. Ou alors les gens qui en font trop et qui sont épuisés, les travailleurs physiques, qui vont se casser le dos à la tâche. Et si tu prends par exemple le système immunitaire, on parlait du système immunitaire tout à l'heure, c'est la même courbe. Ça, c'est les gens qui font rien.
hop, tu fais de l'activité physique, tu as moins de chances de tomber malade, beaucoup moins, 4 fois moins de chances de choper des virus. Et si tu en fais trop, tu deviens épuisé, ton corps est fatigué, et là, tu chopes tout ce qui traîne. Dans ce creux-là de la vague de comment est-ce que ton corps est fait pour fonctionner, donc d'où le concept de sport santé, et de remettre l'activité physique non plus comme juste un loisir ou comme de la performance, mais comme une activité thérapeutique dont le corps a besoin. Ben, c'est là où tu tombes dans les recommandations de l'Organisme mondial de la santé. Tu as 3 volets, en gros, dedans. Le premier, c'est d'éviter la sédentarité. Okay. Donc, la définition de la sédentarité, c'est plus de 6 heures assis ou allongé dans ta journée, en dehors des moments où tu dors. Si tu as un travail de bureau, à peu de choses près, tu vas forcément être sédentaire, même si tu es sportif. C'est ça. Tu peux t'entraîner pour un marathon, aller courir 4 fois par semaine. Si tu as un travail de bureau et que tu es assis sur ta chaise 6 heures par jour, ou 8 heures, ou 10 heures si tu travailles beaucoup, tu vas être sédentaire. Donc du coup, le premier truc, c'est de casser ces périodes longues d'inactivité dans la même position. Les vraies recommandations, c'est toutes les 30 minutes, il faudrait bouger 10 minutes. Donc, c'est un peu galère pour travailler, mais l'idée, c'est d'éviter de passer plus de 2 heures, par exemple, assis, et s'il y a des tâches que tu peux faire, tu vois, on parle des bureaux debout, etc., Exact. ça sert à ça. Ok. Et donc, ou simplement, ouais. Oui, c'est plus genre, on parle de 10 minutes d'activité toutes les 30 minutes. Est-ce que, par exemple, si on se met debout pendant 10 minutes, c'est considéré comme une activité? Est-ce que si on s'étire, c'est considéré comme une activité où il faut aller marcher ou faire? Non. Ok. C'est mieux si tu vas marcher, parce que, en gros, c'est mieux si tu vas marcher et que tu t'étires, parce que du coup, tu vas mobiliser tes articulations qui n'ont pas trop bougé, tu vas relancer la circulation en marchant. Mais, à minima, c'est d'éviter déjà d'avoir la même position trop longtemps. Donc ça, c'est le premier point, c'est de la lutte contre la sédentarité. La deuxième chose, ça va être NEAT, on appelle ça. Alors, j'ose pas le dire en anglais. parce que je vais me faire tailler avec tous les spécialistes du coin. Mais le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Okay. Et du coup, l'idée, c'est le fait de brûler des calories sans faire de sport. Et dedans, du coup, tu as un peu toutes les activités du quotidien. Et c'est là où tu tombes sur le jardinage, sur le ménage, sur le fait de danser, sur le fait de jouer, sur le fait de marcher, te balader, tout ça est compris dans l'activité physique. Okay. Et donc, du coup, ça, c'est souvent de l'augmenter et d'en avoir quasiment le plus possible dans ta journée. C'est ça que tu retrouves dans les zones bleues. On a regardé pourquoi est-ce que dans ces zones-là, les gens vivent plus de 100 ans et quels sont les critères décisifs. Dedans, il y a beaucoup d'activités physiques et c'est souvent des zones un peu reculées, montagneuses, où les gens doivent se déplacer beaucoup, etc. Et donc, du coup, ils sont juste amenés à marcher plus, à escalader, à porter des objets, à aller chercher à manger, aider les voisins qui sont à 2 kilomètres. Hein. Ouais. Donc, du coup, juste d'être actif au quotidien. Et le troisième volet, c'est l'activité physique. Et l'activité physique, du coup, l'idée, c'est d'accélérer le cœur et de transpirer. Peu importe la forme que ça prend. C'est là où je disais, si tu cours dans les escaliers pour rentrer chez toi ou si tu cours après un ballon de foot, ton cœur, il fait pas la différence. Et donc, dedans, pour simplifier, on a fait des activités intenses et des activités modérées. Et donc, du coup, soit c'est 1 heure par jour d'activité modérée, soit c'est 30 minutes par jour d'activité plus intense. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois peu pour un sportif de haut niveau et énorme pour toi, pour moi, pour quelqu'un qui a un boulot, qui a une vie. Exact. Et du coup, l'ANSES a fait une étude là en France, par exemple, où 95% des Français ne font pas assez d'activité physique pour protéger leur santé parce qu'ils ne rentrent pas dans ces critères-là, mais parce qu'ils sont tellement énormes. Imagine si tu dois toutes les 30 minutes bouger 10 minutes. Si tu dois marcher, alors j'ai une bonne nouvelle, c'est plus 10 000, maintenant c'est 8 000. Mais quand même, ça veut dire plus d'1 heure par jour de marche. En plus, il faut bouger le haut du corps, parce qu'il bouge souvent pas beaucoup. Plus aller taper 1 heure de sport, dont 2 fois par semaine de soulever des poids, c'est ce qu'on recommande, pour faire du renforcement. En fait, personne n'y est, à part les sportifs de haut niveau. La bonne nouvelle, c'est que pour refaire la courbe de tout à l'heure, une autre courbe, c'est celle-là, une courbe exponentielle, où quand tu pars de 0,
en fait, tu fais 3 fois rien et tu as des bénéfices énormes sur la santé. Et ensuite, pour atteindre le maximum du maximum, c'est tout ça. Mais déjà, si tu fais la moitié, en fait, tu as peut-être 80% des bénéfices de l'activité physique. Donc, même si tu n'es pas dans les clous, au top du top sur ce que recommande l'OMS, tu vas vivre en meilleure santé, tu vas vivre plus longtemps, tu auras moins de douleurs, tu vas moins tomber malade, tu seras moins stressé, tu vas avoir moins de troubles anxieux. Mais du coup, même si tu en fais un peu plus, un tout petit peu plus, en fait, tu vas avoir des effets énormes, surtout si tu n'en fais pas beaucoup au départ. Ouais, c'est ça. Mais donc, en fait, par exemple, admettons quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport, mais qui aimerait s'y remettre. Par exemple, si cette personne ajoute 1 heure de sport en salle par semaine, est-ce que c'est déjà bien, mais est-ce que cette personne va déjà avoir des bénéfices? Ou en fait, est-ce que, par exemple, si on fait 3 fois par semaine, il faut rajouter, en fait, comment est-ce qu'on jauge un petit peu de là où on part et qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir au moins un petit peu de ces bénéfices-là, dépendamment de si on n'est pas du tout sportif ou si on est un peu ou si on est moyen c'est simple, regarde, on a parlé de 3 volets, donc tu as 3 axes sur lesquels tu peux te jauger et voir déjà si tu es dans le rouge, si ça va, ou si tu es carrément dans le vert dans les recommandations. Tu prends la marche, ce qui est recommandé, c'est 7500 à 8000 pas par jour. En gros, ça prend 1 heure. 1 heure de marche à un rythme normal, sans vouloir marcher très vite, mais sans flâner et sans t'arrêter sur les vitrines sympas du quartier. Et ça peut être tout cumulé dans la journée, ça peut être par tranche de 5 minutes. Donc tu regardes combien de temps tu as marché, ou tu regardes, maintenant tout le monde a des podomètres avec son téléphone, tu regardes les pas que tu as fait sur les 6 derniers mois, et tu vois où est-ce que tu en es. Donc ça, c'est un point. Le deuxième, c'est ce qu'on disait sur la sédentarité. Quelqu'un qui a un métier. Moi, par exemple, je suis kiné ostéo. Je passe la plupart de mes journées debout dans des salles de sport ou au-dessus d'une table à mobiliser des gens. Je suis jamais assis. Donc, en termes de sédentarité, je suis à 100% sans avoir fait aucun effort. Alors que quelqu'un qui, pareil, va être très sédentaire dans son travail, qui doit être très concentré, qui fait du tableau Excel, qui est sur son écran, qui fait du montage, etc. Lui, peut-être qu'il va devoir s'organiser pour gagner des points de vie facilement, juste en s'aménageant des petites pauses et en prenant l'habitude de s'étirer un peu. Je te donne une pause que j'aime bien. Vas-y. C'est Superman. Viens, on le fait ensemble. Je te rends, voilà. Tu viens lever fort les bras. Faut vraiment que tu pousses avec les mains comme ça, la main ouverte, que ça vienne tirer dans la main comme si tu voulais t'étirer en amplitude jusqu'à ce que ça tire là. Superman, il va, Wonder Woman, elle va à la plage. Nice. Okay. Tu serres les omoplates, t'inspires, tu souffles, tu enroules. Tu essayes d'engager le bas du dos aussi avec. Voilà, il va à la plage, en marche arrière, tu attrapes le dossier là, de ton fauteuil. Très joli fauteuil beige. Merci. Et tu te retournes 2 fois de chaque côté. Tu viens regarder derrière et tu essaies de regarder le plus loin possible. Comme ça, tu viens tourner toutes les cervicales et tu relâches. Juste de faire ça toutes les quelques heures de travail, quand tu y penses, quand tu sens que tu es resté un peu trop longtemps assis mais que tu n'as pas envie de te lever pour aller faire autre chose parce que tu as encore du travail, en 1 minute, ça te permet de détendre toutes les tensions qui ont tendance à s'accumuler en permanence. Donc ça, c'est la sédentarité. Et le troisième, c'est le sport. Comme le sport, il faut en faire vraiment beaucoup normalement. Enfin, tu vois, c'est 2h30 de sport intensif ou 5 heures de sport modéré. Parce que j'y vais tous les jours, mais on considère que c'est tous les jours de la semaine. Et dans ce cas-là, oui, c'est peut-être d'aller à la salle. Maintenant que tu as tes 3 axes-là, quelqu'un qui part de 0, 0, 0, il faut marcher un petit peu plus, sortir de chez soi, s'étirer une fois de temps en temps devant son écran, et faire une activité qui te fait plaisir et qui te fait un peu transpirer une fois dans la semaine. Si tu fais ça régulièrement, en fait, les bénéfices sur ta santé à long terme, ils vont être monstrueux et tu vas pas du tout vieillir de la même façon. Alors que ça paraît pas énorme. Et c'est fou parce qu'on le sait tout ça, puis on le sait que c'est tellement bénéfique pour notre santé, mais je trouve qu'on a encore du mal à en faire une habitude. Et on parlait tout à l'heure de la notion de plaisir, où je pense que ça peut beaucoup aider, mais comment est-ce qu'on pourrait aider justement ceux qui disent « Ouais, j'entends, je suis d'accord », qu'est-ce que toi tu conseillerais justement à ces personnes? Écoute, moi, c'est tout le sujet de ma boîte, là, ça s'appelle Physio. Et ce qu'on propose, nous, notre système, c'est de dire, prends 5 minutes pour toi, qui te font plaisir, 5 minutes sympas, et en fonction de tes problématiques,
Tu veux bouger plus sur ta chaise, par exemple. Tu veux activer ton cœur. Ou alors, tu veux faire baisser ton stress pour que ça soit sympa. On essaye de faire en sorte que les séances soient sympas. On te met des rappels dans ton emploi du temps. Les feedbacks font que ça fait évoluer les séances en fonction le niveau de difficulté en fonction de ce que tu ressens. C'est sûr que c'est pas facile. Les gens, quand ils viennent au cabinet pour leur rééducation, ils savent qu'on va se voir 2 fois par semaine. Donc, du coup, s'ils font pas assez leurs exercices, je vais pas les engueuler, mais ils savent que ça va pas avancer aussi vite. T'es un peu poussé, mais il faut sortir de ce système-là, c'est pas facile. Moi, ce que je recommande, c'est ça, c'est de choisir une bonne habitude. Et ça peut être, tu vois, tu te dis, je veux bouger un peu plus au quotidien. Quand est-ce que moi, je peux le faire? Ouais, franchement, le matin au réveil, c'est le seul moment que je vois, parce que après, j'ai des journées tunnels, j'ai 12 000 trucs à faire. Le matin, je pourrais me lever 5 minutes plus tôt et faire juste quelques exercices. Yoga, pilates, kiné, mobilité, étirement, ce qui te fait plaisir. Ça peut être complètement autre chose. Ça peut être, je sais que je suis pas si loin que ça du boulot. Bon, allez, je vais aller en vélo. Ça me prendra 15 minutes. Ou alors, au moins quand il pleut pas. Ouais. Ça peut être des petits trucs aussi simples que ça. Et je pense que c'est bien de commencer par un truc. Si on trouve rien qui nous fait plaisir, à minimum un truc qui nous fait pas chier. Si tu arrives à passer quelques semaines à le faire, après ça va faire partie de ton quotidien. Et probablement que celui qui va au travail en vélo ou qui prend 5 minutes le matin pour se dérouiller un petit peu, après il aura du mal à s'en passer. Mais il faut arriver à passer ce moment où ça devient une routine, une habitude. Donc il faut choisir quelque chose idéalement qui te fait plaisir, et si tu l'as pas, le moins contraignant possible. J'aime cette phrase. Si ça te fait pas plaisir, au moins que ça te fasse pas chier. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu la couperas en montage, donc du coup. Non, on va la garder. Mais c'est ça. Aussi, si on commence la journée comme ça, ou si on va au travail à vélo, ou si on s'étire, on est plus productif aussi. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les bénéfices santé, mais il y a aussi les bénéfices sur sa productivité au travail, son bonheur, son bien-être mental. Moi, personnellement, je sais que quand j'ai des semaines où je fais moins de sport, cercle vicieux, je vais moins bien manger. Et du coup, les deux combinés vont faire que je vais moins bien me sentir dans ma tête. Et genre versus l'inverse, qui est complètement différent. Oui, complètement. Et en plus, ça, c'est très physiologique. Hein. Ça veut dire que j'en parlais, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles aux neurotransmetteurs que tu libères, ou les hormones du bonheur, on appelle ça. Ouais. Les endorphines, la dopamine, la sérotonine, c'est des trucs que tu sécrètes quand tu fais du sport. Ça peut être aussi un truc motivant, tu vois, de dire, ok, tout le monde me dit que le sport, c'est génial, machin, pour moi, c'est que souffrance. Peut-être que je me donne un truc où pendant 3 semaines, je sais que je vais en chier, mais derrière, je vais voir si c'est vrai, ce truc que tout le monde parle, où c'est génial, les endorphines du coureur, etc. En fait, oui, c'est vrai, donc ça vaut le coup peut-être de passer par ce truc-là et de vivre cette période un peu dure et de courbature. Tu vois, il y a des études là maintenant dans les gens qui ont Alzheimer. Donc, du coup, qui est une pathologie neurodégénérative avec les altérations de la mémoire et cognitive qu'on connaît. Enfin, c'est un truc hyper sérieux. On s'est rendu compte que l'évolution est bien meilleure, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus lente quand tu fais de l'activité physique par rapport à quand t'en fais pas. Tu as effectivement un côté émotionnel où tu te sens mieux, tu as plus d'énergie. Ça, c'est évident et c'est très largement démontré. Et le deuxième truc, c'est que ça stimule de manière cognitive. Les gens, on est plus performants dans tous les domaines quand tu fais du sport. Et ça, c'est démontré. Encore une fois, faut le faire sur la durée pour que ça paye, quoi. Donc, d'où le plaisir. Exact. Justement, est-ce que tu peux aussi me parler de tout ce qui est renforcement musculaire, parce que on dit ok, oui, c'était important le cardio, c'est toujours important pour le cœur, mais aujourd'hui les muscles, le renforcement musculaire, ça fait aussi partie d'une routine qu'on devrait avoir. Je pense que dans le grand public, et c'est pas négatif quand je dis grand public, mais c'est tout le monde, enfin c'est toi, moi, etc. Il y a beaucoup le côté esthétique aussi. Et je grossis le trait, mais il y a quelques années, on avait besoin d'être fin. On avait besoin d'être athlétique, mais très fin. Une phrase qu'on pouvait dire, c'est est-ce que tu es sûr que mon jean, il me fait pas des grosses fesses?
Aujourd'hui, ça serait bizarre d'imaginer une femme dire ça. L'hypertrophie, le fait de prendre de la masse musculaire, que ce soit sur le bas du corps ou sur le haut du corps, c'est quelque chose qui a été très très valorisé du point de vue esthétique. Je pense que les standards esthétiques ont guidé, et par exemple dans les programmes de perte de poids, il y a 20 ans, c'était cardio et salade, et maintenant c'est protéines et salade. Oui. Mais dans le monde du sport, où moi je suis issu, les deux ont la même importance, et ça peut évoluer. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on peut avoir avec un bon cardio, et on sait ce qu'on peut avoir avec des muscles costauds. Mais en fait, les deux sont complémentaires. Si tu parles diabète, si tu parles hypertension, si tu parles surpoids, et encore ça se discute, si tu parles système cardio-respiratoire et pathologie cardiovasculaire, bah, le cardio, c'est mieux. Si tu parles douleur articulaire, si tu parles force, si tu parles prévention des blessures au niveau musculaire, au niveau tendineux, bah, le renforcement, c'est mieux. Et par contre, si tu parles au niveau mental, au niveau immunité, si tu parles au niveau métabolique, les deux, c'est pareil. Mais si tu veux quelque chose pour la santé, tu as besoin d'un peu de muscle, plutôt quand tu es plus âgé. Les personnes âgées ont plus besoin de se renforcer, parce qu'en fait, les muscles décroît à vitesse grand V au fur et à mesure de l'âge, et si tu les entretiens pas, tu les perds très vite. Alors que le cardio, tu peux l'entretenir très facilement, même quand tu es âgé. Tu regardes un marathon, tu as plein de personnes âgées avec des cheveux blancs qui font des marathons. Enfin, je veux dire, tu arrives à garder une forme d'endurance fondamentale pendant très très longtemps, et c'est très tard que ça décroît. Si je grossis le trait, les gens feraient mieux de faire un peu plus de... Je parle juste au niveau santé. Hein. Après, encore une fois, pour moi, c'est le plaisir qui doit être le driver principal. Mais les gens devraient faire un peu plus de cardio quand ils sont jeunes, et un peu de renforcement, et un peu de cardio et plus de renforcement quand ils sont âgés. Ouais, puis il y a aussi la notion de, je pense, je sais pas trop si c'est avec les muscles, mais il y a la notion d'équilibre aussi quand on est plus âgé. Je sais que notamment ça peut éviter des chutes qui vont éviter des blessures aussi, comme les fractures des hanches ou ce genre de choses. Est-ce que ça vient avec le renforcement musculaire, ou est-ce que ça vient plus avec d'autres pratiques comme le yoga ou... Ah, j'aime bien, on rentre dans le côté technique. En fait, oui, tu as raison. Tu vois, une des raisons pour laquelle c'est bien de prendre des poids et te renforcer, d'avoir des muscles quand tu es âgé, c'est exactement pour ça. C'est pour éviter la fracture du col du fémur, par exemple. Tu vois, c'est une zone qui est fragile. Il y en a une autre dans l'épaule aussi, où quand tu tombes, tu peux facilement te casser un os quand tu es âgé. Et d'autant plus chez les femmes ménopausées, parce que du coup, tu as une densité osseuse qui chute, et l'os devient plus poreux, plus fragile. Et en fait, ce qui permet de le densifier le plus, cet os-là, c'est de soulever des charges, c'est d'avoir des muscles. Donc du coup, une personne, je dis âgée, âgée, c'est pas très âgé, tu vois. Post-ménopausée, ça peut être très tôt, on peut être très jeune. Mais on va dire qu'il y a 50, 60, 70 ans. Mais en tout cas, pour densifier ton os et avoir moins de chances qu'il se casse, le premier truc à faire, c'est de prendre des poids et de les soulever. Quand tu commences à avoir une perte d'équilibre, et c'est vrai que plus tu vieillis, moins ton équilibre est bon, et ça s'entretient aussi. Et après, il y a des gens qui ont des plus ou moins bons équilibres, et du coup, on rentre là dans ce que je disais, là, le côté technique. Par exemple, avec les athlètes, ce qu'on fait, c'est que on fait des cartographies de leurs forces et de leurs faiblesses pour savoir exactement comment faire pour que eux diminuent les chances de se blesser. L'idée, c'est de voir où est-ce que eux ils doivent s'assouplir, où est-ce qu'ils doivent se renforcer, est-ce qu'ils doivent être plus puissants, est-ce qu'ils doivent être plus explosifs, est-ce qu'ils doivent être plus rapides, est-ce qu'ils doivent être plus forts, est-ce qu'ils doivent avoir un meilleur contrôle moteur, est-ce qu'ils doivent avoir une meilleure proprioception. On définit comme ça pour eux un panel d'exercices personnalisés. Et là où toi, moi, tout le monde, on sait si on est souple ou pas, par exemple. Et si on est raide, on a intérêt à s'étirer un peu plus. Si on est déjà souple, on a probablement intérêt à se renforcer un peu plus. Ouais, c'est nice. C'est intéressant, je trouve, cette histoire de cartographier les forces et les faiblesses. Je sais pas, ce serait intéressant aussi pour nous de faire ça. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Ouais, je sais pas.
Ouais, c'est sûr. Moi, c'est mon métier. Donc, Ok. c'est ce que je fais tout le temps. Mais par contre, c'est vrai que ça demande un peu de temps, ça demande un Mhm. peu d'expertise. Par contre, avec très peu de moyens, tu peux le savoir, tu vois. Je te prends des exemples tout simples. On fait un test de VMA qui s'appelle un semi-cooper. Faut que tu cours le plus vite possible pendant 6 minutes, tu vois. Après, t'être bien échauffé. Et en fait, à partir de là, on peut t'élaborer des programmes ou t'évaluer par rapport à ta tranche d'âge pour voir où est-ce que tu te situes. Pareil, est-ce que tu es capable de faire un squat complet, tu vois, de descendre et Mhm. de t'accroupir au sol sans tomber en arrière. Ça, c'est un test de mobilité. Est-ce que tu es capable, tu vois, si tu prends un bâton, de le passer derrière toi dans le dos et de Mhm. le ramener en gardant les bras tendus, ou est-ce que c'est impossible? Est-ce que tu es capable de toucher le sol en gardant les jambes tendues, ou est-ce que t'es pas capable? C'est des trucs, Mhm. tu sais, qu'on fait gamin très facilement, qu'on perd Ouais. pour certains d'entre nous petit à petit au fur et à mesure du temps. On s'en réduit tous, hein, mais certains plus que d'autres. Et du coup, est-ce qu'on garde ça? On n'a pas besoin d'être hyper performant dans tous les domaines de notre corps. Mhm. Donc, il suffit juste que ça soit à peu près harmonieux et bien équilibré, et que tu saches par exemple, est-ce que quand tu vas à la salle, ça vaut le coup de faire un peu d'équilibre, de prendre un peu de poids sur le bas du corps? Est-ce qu'il y a un exercice qui est mieux qu'un autre? C'est ce qu'on fait systématiquement, par exemple, au cabinet. Pour les gens, comme je te Mhm. disais, qui viennent, on a des programmes comme ça d'accompagnement. Les gens veulent reprendre le sport. Ouais. Ils en ont pas fait depuis longtemps. Et ils disent, bon, bah voilà, moi, chaque fois que j'ai voulu refaire du sport, je me suis fait mal, etc. Et on leur fait ce truc-là. Et du coup, on leur fait un programme de renforcement ou d'assouplissement individualisé. Et après, ils reprennent le sport. Et l'objectif, c'est qu'ils se blessent pas parce que euh, ils ont renforcé leur faiblesse, quoi. Ok. Et du coup, c'est courant, Ouais. les blessures quand on se remet au sport? Ouais, ouais, c'est hyper courant. Moi, mes patients, j'ai quasiment que ça. En Ah fait, ouais. non, j'exagère parce que mais oui, oui, c'est courant. En fait, c'est courant pour une raison simple, c'est que le corps, il adore la régularité. Il adore faire la même chose. Donc, Mhm. si tu as l'habitude de rien faire, il aime bien rien faire. Et donc, dès que tu lui fais faire quelque chose, ça paraît difficile. Ouais. Quand tu as l'habitude de faire du sport, eh ben, il a l'habitude de faire du sport. Et si tout d'un coup, tu fais rien, eh ben, c'est ça qui te paraît difficile. Il y a un domaine d'étude dans le sport qui est la quantification de la charge. Et quantification de la charge, ça veut dire combien de sport on peut te mettre dessus avant que tu exploses. Donc, Ok. du coup, pour pour un athlète, c'est important parce que Ouais. tu es obligé d'aller au max de ce que tu peux. Parce que si toi, tu es à 80%, ben, celui d'à côté qui est à 90 ou à 100, ben, sur quelques semaines, c'est pas très grave, mais à la fin de l'année, au bout de 2, 3 saisons, ben, Mhm. il va être bien meilleur que toi. Et donc, du coup, on étudie comment est-ce que ça fonctionne. Et en fait, on a la même chose pour les retours de blessures. Ce qui est bien, c'est de comment, si on se remet au sport pour être sûr de pas se faire mal, c'est de commencer en s'écoutant déjà. Souvent, c'est moitié moins que ce qu'on aimerait faire et d'augmenter Mhm. de 10% en 10% chaque semaine. Et comme ça laisse 5, 6 semaines pour le corps de s'habituer avant d'arriver à exactement ce qu'on veut faire. Quand on fait ça, tu as 10 fois moins de chances de te faire mal que quand tu reprends direct à bloc. Je prends un exemple, tu te motives, là, tu vas aller à la salle. Mhm. Tu prends ton abonnement, tu dis, allez, maintenant c'est bon, 3 fois par semaine, j'y vais, je vais faire un programme de mutant, je vais, je vais revenir costaud, je vais faire les quadris, je vais faire les triceps, je vais faire les pecs, je vais faire les épaules, je vais faire ce que tu veux. Bah, en fait, ton corps, il peut pas faire 3 fois dans la semaine, c'est impossible. Mhm. Donc, il vaut mieux faire 2 fois, faire une fois intensive, une fois plus tranquille. Et puis la semaine d'après, tu t'écoutes, tu vois comment ça va, t'es encore hyper courbaturé tes 2 séances. Bah, Mhm. tu fais à nouveau une fois plus intensif, une fois tranquille. Après, tu vas commencer à t'habituer. Tu vas faire 2 fois un peu plus normal. Après, 2 fois intensif. Après, tu vas faire 2 fois normal et une séance tranquille. Et en fait, au bout de 6 semaines, tu vas te retrouver à faire tes 3 séances intensives Mhm. et tu vas pouvoir les assumer. Là où au début, si tu l'avais fait, bah, tu aurais peut-être fait 4 fois, un peu dans la douleur, parce que tu aurais été courbaturé, tu aurais fallu 1 heure pour t'échauffer, etc. Et tu finis par te faire mal. Ça, Mhm. c'est l'histoire des gens qui viennent me voir, Ouais, c'est fou. qui redémarrent trop vite, trop fort, et qui doivent se retaper pendant 3 mois pour repartir. Oh non, c'est horrible. Non, non, mais alors moi, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien.
Je comprends parce que je connais, j'en entends beaucoup, mais c'est la motivation du début, soit il y a la nouvelle année ou quoi, et donc les gens, ils veulent vraiment se remettre au sport et non seulement, ils peuvent plus se blesser, mais en plus, ils vont être dégoûtés aussi du sport. Et je pense que les gens devraient utiliser ce moment de motivation pour coucher sur le papier de manière très simple un objectif et quelques lignes de programme. Ça peut être n'importe quoi. Soulever 100 kilos au développé couché, être capable de courir 30 minutes et te dire, voilà, pour y arriver, je pense que ce qui serait bien, ça serait, je me donne 2 mois pour le faire. Je dis une bêtise. Je vais 2 fois par semaine à la salle pendant 2 mois. Mais en fait, rien que le fait de t'être dit ça, tu vas être moins dans le truc urgent de dépenser toute ton énergie dessus parce que tu vas structurer un petit peu tes séances, ton entraînement, ton rythme pour atteindre cet objectif. Et du coup, si tu as les cannes en feu au bout de 2 fois, tu vas moins être dégoûté parce que tu sais pourquoi tu le fais, ça va t'aider à tenir plus longtemps. Je suis d'accord, ouais. Puis je pense qu'il faut accepter que ça prenne du temps. Je pense qu'il y a aussi des fois cette notion-là où on n'accepte pas que la reprise ou la perte de poids ou le fait de se transformer, etc. Tout ça, ça demande vraiment du temps. Et enfin, moi, la première, j'étais passée par des périodes où non, c'était tout de suite maintenant. Puis au moment où j'ai décidé que ce serait, OK, je vais me laisser 1 an pour reprendre, puis genre vraiment y aller progressivement, c'est là vraiment que j'avais moins d'expectations. Du coup, j'y allais vraiment plus à mon rythme et c'est plus logique. De toute façon, je pense que pour les trucs dont tu parles, de transformation, de perte de poids, de prise de masse, etc., les gens sous-estiment le travail que ça prend. Et du coup, il faut vraiment, je pense, enjoy the process, quoi. Genre, que tu apprécies le truc d'avancer petit à petit et que tu en fasses plus un lifestyle qu'un truc immédiat. Je pense que pour la perte de poids, un jour, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, ah non, c'est plus possible. Maintenant, je dois perdre du poids. Et tout d'un coup, c'est comme si t'arrêtes de manger, je saute le repas de ce soir, demain matin, je m'achète de la salade. Comme si le lendemain, déjà, il fallait que tu sois comme tu avais envie. Impossible. Ça, c'est cool. Donc, ouais, c'est cool, mais non, c'est sûr que ça demande plus de temps que ça. Donc, du coup, de changer ton alimentation, de commencer à prendre des poids, de commencer à inclure de l'activité physique, de bouger plus, d'en faire un lifestyle et d'adopter ce truc. Et en fait, les résultats vont venir très vite. Toujours pareil dans le truc d'être un peu progressif, quoi. Ouais, toujours. De pas brûler tout ce que tu as tout de suite. 100%. Justement, je voulais savoir, c'est quoi les blessures les plus courantes que tu vois, toi? Écoute, ça dépend beaucoup des profils de gens que je vois. Par exemple, les gens qui travaillent au bureau, ils vont avoir beaucoup de problèmes de nuque, de cou, parfois jusque dans les nerfs qui vont dans les mains, de canal carpien, de lombalgie. Et c'est beaucoup du déconditionnement parce que justement, t'as une mauvaise posture, tu bouges pas énormément. Donc du coup, tes articulations sont très inflammées. Il faut pas grand-chose pour souffler sur les braises et que ça fasse mal. Et ensuite, pour les sportifs, ça dépend. Tu sais que c'est pas les mêmes blessures, les sportifs amateurs et les sportifs professionnels. Je prends un exemple. Au tennis, il y a une pathologie qui s'appelle le tennis elbow. Je suis sûr qu'il y a des gens là, qui écoutent le podcast qui ont déjà eu. C'est des douleurs au niveau du coude de ce côté-là. Et ça, c'est typiquement une douleur de joueur amateur de tennis. Parce que c'est quand tu as une raquette qui est pas très bien adaptée pour toi et que tu serres un peu trop ta raquette et que le mouvement est pas fluide et que le plan de frappe, on appelle le moment où tu tapes la balle, c'est pas au bon moment. Et les joueurs pros, c'est l'inverse. Ils ont des douleurs de l'autre côté. Parce que ils utilisent tellement la vitesse cinétique pour bouger qu'en fait, ils sont obligés d'envoyer le coude en avant pour jouer très très fort et que du coup, ils forcent sur les ligaments et les tendons ici. Mais du coup, je vois tout de la tête aux pieds. Ah ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, comment est-ce qu'on peut éviter au maximum de se blesser? Le premier truc, c'est d'être dans la fenêtre là dont je te parlais. Tu vois, par exemple, tu disais, est-ce que c'est bien si tu pars de 0, de te mettre à la salle 1 fois par semaine pendant 1 heure? Bien sûr que c'est très bien, bien sûr. Mais tu auras plus de bénéfices, tu as moins de chances de te blesser si tu le découpes en petits morceaux tous les jours. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que de faire 1 heure d'un coup à la salle. Ensuite, tu as le fait de varier, de ne pas faire
de pas solliciter toujours les mêmes endroits et de travailler une activité qui travaille plus le cardio, une activité qui travaille plus les muscles, mais pas de faire des nouvelles activités tout le temps parce que tu te blesses quand tu fais quelque chose de nouveau. Si tu veux te faire mal, si tu veux être sûr de te faire mal, tu prends un athlète qui est plus entraîné. Donc on a dit, le corps il aime bien faire tout le temps la même chose, donc plus entraîné, qui s'y remet et qui joue à fond. Idéalement qui a un certain âge, parce que quand tu as 16 ans, tu peux ne pas t'échauffer, tu arrives, tu vas sur un terrain de foot, tu mets des grosses frappes, tu vas pas te faire mal, parce que ton corps est très élastique, très souple. À partir de 35 ans, c'est fini. Si tu fais ça, tu te claques. Donc, tu prends un athlète désentraîné, qui met le même niveau d'intensité que ce qu'il avait l'habitude, mais avec le corps qui est moins entraîné. Tu l'échauffes pas. Tu fais attention à ce qu'il n'ait pas bien dormi la veille, donc du coup qu'il y ait des retards à l'allumage au niveau musculaire. Tu fais attention à ce qu'il ait pas bu les 2-3 jours avant, et tu lui donnes du mauvais matériel. Tu vois, on parlait de la raquette pas adaptée ou un terrain un peu glissant. Tu laisses un petit peu d'eau, tu vois, comme ça le terrain il peut glisser avec des chaussures pas adaptées. Donc du coup, pour pas se faire mal, faut faire attention à son hygiène de vie de manière globale, bien dormir, bien boire, bien s'échauffer, être régulier dans ses activités, les varier et écouter un peu son corps. Si déjà tu prends ces trucs de base, ouais, il y a peu de chances que tu te fasses mal. Et alors, admettons qu'on se fasse mal. On a fait tout ce que tu as dit, on a glissé sur le terrain et on s'est fait très mal. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, très mal, on va voir son médecin du sport. Parce que ton muscle, tes tendons, tes articulations, etc., ils ont subi un traumatisme que tu rencontres rarement dans la vie réelle, en dehors du sport, quand tu pousses un peu tes limites. Et du coup, quand tu as glissé sur le terrain, je conseille d'avoir un médecin du sport. Et après, c'est lui qui te dira ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, de ne pas mettre de chaud et de ne pas continuer à tirer dessus. Ok. C'est ça, c'était ça ma prochaine question, chaud ou froid, parce qu'on ne sait jamais. Alors c'est dur, même nous entre spécialistes on s'écharpe. Mais je vais faire très simple. Je vais dire les trucs où tu peux pas te tromper. Ok. Le chaud c'est fait pour que tu vois si je mets du chaud sur moi, ça va rougir ma peau, on va apporter beaucoup de sang. Tu vas me dire le froid ça va rougir aussi, mais à l'inverse ça va fermer tous les capillaires, tous les vaisseaux. Tu vois. Donc du coup quand le corps est inflammé, qu'il est chaud, qu'il est rouge, qu'il est gonflé, on va mettre du froid pour fermer les vaisseaux, diminuer l'inflammation. À l'inverse, quand tu as une zone où le sang n'a pas beaucoup circulé depuis longtemps, parce que tu l'as pas bougé depuis longtemps, parce que le muscle est très tendu, qu'il est très serré, qu'il est contracturé, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre du chaud. Quand tu viens de te faire mal, en fait, la plupart du temps, c'est bien de mettre du chaud dessus. Le problème, et c'est pour ça qu'on s'écharpe entre spécialistes, c'est que si tu te fais, par exemple, une lésion musculaire, d'accord ? Si tu te fais une contracture, donc tu tires dessus, ça se noue. Ou alors une élongation, tu tires dessus et il fonctionne plus très bien, mais il n'y a rien de déchiré. C'est bien de mettre du chaud dessus, parce que du coup, ça va détendre le muscle, relâcher, apporter du sang qui va drainer tous les déchets, apporter des nutriments, relâcher toute la zone. Sauf que si tu fais un claquage, c'est la même chose en un peu plus fort. Paf, tu as quelques fibres qui ont cédé. Et là, ça saigne à l'intérieur. Donc du coup, dans les lésions musculaires, pour le bas grade, on appelle ça, donc les trucs pas très graves qui n'ont pas saigné, on met du chaud. Et pour les trucs graves, on met du froid. Donc s'il y a un truc à retenir, tu mets du froid parce qu'au pire, ça sert à rien. Et au mieux, t'évites que ça saigne, que ça s'inflamme. Vaut mieux couper le truc tout de suite. Tu coupes le robinet avec du froid. Et au pire, ça sert à rien. Mais par contre, au-delà de 2 jours, ça saigne rarement pendant plus de 2 jours, à moins que tu aies des problèmes de coagulation. Donc du coup, après 2 jours, après t'être fait mal, tu peux arrêter le froid et mettre du chaud, quoi qu'il arrive. Ok, bon à savoir. Très très bon à savoir. Je voulais te demander du coup, Florian, si tu pouvais justement un petit peu me parler de physio. Je sais qu'on en a un petit peu parlé, mais tu m'as dit que vous travaillez un petit peu aussi dans les entreprises. Donc, est-ce que en fait, vous allez dans les entreprises et vous aidez les employés à faire plus de sport, à bouger plus? Nos clients, c'est que des entreprises. En général, c'est des RH qui se soucient du bien-être de leurs collaborateurs. Et du coup, tu vois, on est à mi-chemin, on va dire, entre la médecine du travail,
qui va vérifier, par exemple, si dans un service, il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils ont mal au dos et qui disent que le matériel est pas bon, bah, ils vont envoyer des préventeurs pour vérifier que c'est vrai, pour aménager l'espace, le corriger et faire en sorte que ce soit mieux installé. Il y a aussi les offres sport en entreprise. Tu vois bien les abonnements pour aller à la salle pour moins cher, ou alors la salle de sport carrément dans la boîte, etc. Nous, notre objectif, du coup, c'est d'être un peu à l'interface entre les deux et d'aider un peu tout le monde par rapport à leurs problématiques. Donc, on a créé une appli. Une fois que le RH la prend, le collaborateur y accède de manière gratuite. Et c'est ce que je te disais, notre objectif, c'est que chacun puisse prendre au moins 5 minutes par jour pour prendre soin de soi. Et dedans, tu vas avoir des conseils sur comment t'installes ton bureau principal, comment avoir des bureaux secondaires, parce qu'on a dit on évite de rester trop longtemps dans la même position. Donc, même si t'es méga bien installé, fauteuil de ministre, etc., c'est bien d'avoir un petit bureau debout à côté, ou alors des alternatives pour travailler. Donc du coup, comment est-ce que tu peux imaginer ton environnement de travail de manière optimale? Ensuite, en fonction de tes problématiques, ce qu'on disait, je veux bouger plus, je veux soulager des douleurs que j'ai, je veux améliorer mon sommeil, enfin, des problématiques sport ou santé que tu peux avoir, on propose des vidéos d'astuces, des programmes courts et des programmes longs. Et ça peut être des trucs de préparation mentale, d'étirement, de massage, d'exercice. Tu vois, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure de Wonder Woman va à la plage en marche arrière, c'est la première séance de notre programme Bouger plus sur sa chaise, où tous les jours, tu as une nouvelle vidéo de 1 minute d'exercice. Tu as un peu de tout. L'idée, c'est que peu importe que tu sois sportif ou pas sportif, que tu trouves ton compte pour améliorer ta santé au quotidien. On essaye du coup d'apporter le côté expertise des athlètes de haut niveau et de démocratiser leurs astuces, mais de le rendre vraiment très pratico-pratique pour que tout le monde puisse s'en emparer sans avoir besoin de trucs de ouf, que tout le monde puisse le faire facilement, en quelques minutes par jour, parce qu'on sait que les gens n'ont pas le temps. Ouais, mais c'est hyper important, je trouve ça essentiel ce que vous faites. Ce serait quoi ton conseil ultime, je me pose la question, ton conseil ultime que tu pourrais nous donner qui ressort de ton expérience avec les athlètes de haut niveau? Écoute, j'ai écrit un livre il y a 3 ans qui s'appelle Mon programme sport et santé. Et en fait, donc la moitié du livre, c'est des programmes pour soulager des douleurs, tu vois, où je prends le corps zone par zone et du coup, je donne des exercices très faciles, moyens, difficiles, pour pouvoir travailler sur cette zone-là, sur les problèmes les plus récurrents. Et l'autre moitié du livre, j'ai interviewé des athlètes de haut niveau, même des top athlètes qui ont terminé leur carrière, et de dire voilà, aujourd'hui vous avez plus le temps, vous avez fait une reconversion professionnelle, vous travaillez dans autre chose, vous n'êtes plus organisé pareil, mais pendant 20 ans vous avez été obsédé par une seule chose, c'est votre performance physique et mentale pour être le plus optimal possible. Qu'est-ce que vous avez gardé concrètement aujourd'hui de ça? Et en fait, il y a un truc qu'ils ont tous en commun, c'est de très bien savoir jauger leur niveau d'énergie. Et en fait, quand tu vois l'explosion de burn-out qui existe et de gens qui se tuent à la tâche parce que en termes de charge mentale entre la vie pro, la vie perso et tout ce que tu peux avoir, je pense qu'il y a moins de chances, ça peut arriver à tout le monde bien sûr, c'est les aléas de la vie, parfois c'est pas simple, mais il y a moins de chances que ça arrive à un ancien athlète. Ils anticipent quand ils commencent à arriver un peu dans le rouge, en amont, ils se connaissent par cœur, donc ils savent comment recharger les batteries, parce que c'est des choses qu'ils ont mis en place pendant des années pour optimiser justement là ce qu'on fait avec l'appli. Eux, ils l'ont fait avec des experts qui les guidaient, donc c'est encore plus individualisé. Et du coup, ils mettent tout de suite en place des stratégies pour récupérer des points de vie. Et là où nous, on parle de variabilité cardiaque, d'état de forme, etc., eux, ils le ressentent. Et du coup, ils mettent en place des stratégies pour être sûr de ne pas aller jusque dans le rouge. Et du coup, je pense que s'il y a une chose à retenir, je dirais, de eux, ce qu'ils recommandent, parce que moi, je suis personne, je m'appuie plus sur eux sur leur expertise, mais c'est si on a quelque chose où on sait que ça nous permet de recharger les batteries. Et ça peut être différent pour chacun. Moi, c'est de me faire masser. J'adore ça. Si je suis éclaté, je vais me faire masser, je sais qu'après, ça va. Il y a des gens, c'est de prendre un bain chaud. Il y a des gens, c'est d'aller courir. Il y a des gens, c'est de voir
un proche et de vider son sac. C'est peu importe. Mais quand on a quelque chose qui nous fait du bien intrinsèquement et qu'on le sent, de le faire régulièrement pour garder ce niveau d'énergie, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit hybride. Mais je pense que c'est les signaux faibles, on les sous-estime parce qu'on a tendance à les mettre sous le tapis, alors que de peut-être être sensible à ces signaux faibles et de pas hésiter à instaurer une habitude, une routine, la chose qui nous fait plaisir et qui nous permettent de récupérer de l'énergie. Et sans culpabiliser aussi, parce que des fois c'est ça. Ouais, sans culpabiliser. On se dit mais je devrais pas, mais il faudrait que je continue. C'est ça qui fait qu'on n'a jamais de break. Ouais, bien sûr, et c'est ça qui fait qu'un jour on va dans le mur aussi et qu'on sature. Je pense qu'il faut pas culpabiliser, parce que prendre soin de soi, c'est prendre soin de nos proches aussi d'une certaine manière. Ça veut dire que ça soit pour ta famille, pour ton travail, pour tes objectifs, etc. On a tous des choses qu'on doit apporter, mais si toi t'es pas bien, au fond après ça va être bien pire pour tout le monde. Si tu te mets en arrêt, pour ton travail, ça arrangera certainement pas ton patron que tu te sois tué à la tâche. Si c'est pour tes enfants, peut-être qu'ils aimeront pas avoir un papa ou une maman qui a l'air malheureux et qui traîne sa peine parce qu'il est épuisé. Si c'est pour ton conjoint, c'est pareil. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pas égoïste, au contraire, de savoir s'écouter et prendre un peu soin de soi. Tout à fait. Florian, on aime bien faire un petit jeu en fin d'épisode. Ah, pareil, j'aime bien. Donc, je vais te poser une dizaine de questions. C'est genre ça ou ça. Oh non, c'est les premiers mots. Je suis nul à ça. Mais c'est des questions sur ce que t'aimes, toi, et sur ce que tu fais. Donc, ma première question, tu es plutôt sport le matin ou le soir? Le matin. Plutôt tennis ou handball? Wow, c'est dur, handball. Quand même, c'est pas si dur. Repos actif ou repos statique après une blessure? Repos actif. Hydratation pendant l'entraînement ou après l'entraînement? Les deux. Boisson d'effort pendant, boisson de récup après. Ok, cool. Est-ce que t'es plutôt sport en salle ou sport en plein air? Sport en plein air. Muscu avec poids libre ou machine? Poids libre. Plutôt running ou vélo? Running. T'es plutôt mouvement au quotidien ou 2-3 séances par semaine? Les deux. Ça marche aussi. Non, ma routine en ce moment, là, j'ai pas le temps. C'est 10 minutes de mobilité tous les jours au moins, parce que j'aime bien... j'ai une mauvaise posture, moi, spontanément. Donc, j'aime bien me tenir droit. Donc, du coup, je suis obligé de le travailler. Je le fais un peu 10 minutes tous les jours. Et deux fois à la salle, une fois au tennis par semaine. Ok. Donc, tu joues au tennis? J'aime bien. Je joue très mal, mais j'aime bien. C'est marrant. Est-ce que tu priorises plutôt le sommeil ou l'alimentation? Sommeil. Et dernière question, attention. Tu as préféré travailler avec Serena Williams ou Nicolas Karabatic? Non, t'es pas obligé de répondre. Ah ouais, j'ai pas le droit de... Impossible. Les deux extraordinaires. Je me mouille pas. C'est trop dur dans tes questions. Je sais, je suis intransigeante. Florian, ce serait quoi ton mot de la fin pour cet épisode? Écoute, je sais pas. Je te remercie en tout cas de m'avoir invité, d'avoir mis ce sujet de l'activité physique et du sport à l'honneur dans ton podcast. Et puis, j'espère que tes auditeurs ont passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup, Florian. Je vais mettre toutes tes informations en description de l'épisode. Et puis, vraiment, merci. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.